Toujours aussi déterminés et motivés à faire entendre leurs revendications auprès du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui lui demande une démission pure et simple aujourd'hui. Moi je suis avec Jean-Marie, on a été coupé tout à l'heure. Vous avez une solution à cette crise du mouvement des Gilets jaunes? C'est quoi votre solution? J'ai pas vraiment de solution, mais pour identifier, voilà, pour trouver la solution, il faut identifier le problème. Et le problème majeur qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de pognon, voilà, nulle part. Donc où il est ce pognon? En fait, il est là et on nous le vole, c'est tout. Et le problème, c'est qu'on nous le vole depuis 1973. C'est la loi Pompidou-Giscard qui était fait passer par Giscard, qui était ministre de Pompidou à l'époque, qui permet en fait au gouvernement d'emprunter à des banques privées plutôt qu'à l'époque à la Banque de France qui faisait tout à taux zéro. Donc depuis, en fait, on paye des taux d'intérêt à des banquiers, à des banques privées. Voilà, on est un État à la merci des usuriers en fait. Mais si on a besoin d'argent, où est-ce qu'on peut aller le chercher alors si on va pas auprès des banques? L'argent il est là parce qu'en fait c'est la valeur de travail des Français, c'est la valeur de tout ce qu'on produit par jour, de toutes les voitures qui sont construites, du pain qu'on vend, de absolument tout ce qui existe en France. Il y a des milliers de travailleurs, le système il marche très bien, sauf que 80% de nos impôts et 80% de tout le pognon est reversé à la bourse ou aux banques pour pas que le système se casse la gueule. C'est tout. Et donc voilà pourquoi les gens n'ont plus de pognon, mais le pognon il est là, voilà c'est tout. Et il faut arrêter avec l'ISF, faut arrêter avec tout ça, faut faire venir les riches, faut que les investisseurs puissent investir, voilà. Mais la vraie information, on ne la donne pas, c'est qu'effectivement on est mis à genoux par des usuriers dans ce pays, c'est tout. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ça suffit pas selon vous? C'est des miettes. C'est des miettes, ça représente quelques millions d'euros, alors que là je parle de milliards d'euros. Mais le problème, il est aussi qu'il est international, c'est-à-dire que ça fait plus de 100 ans que les États-Unis vivent la même chose, parce qu'ils ont emprunté à des banques privées. Depuis, les banques privées sont pas parties, c'est la JP Morgan, c'est Rockefeller, c'est tout ça. Ça s'appelle la Banque Réserve fédérale des États-Unis, le gouvernement fédéral. Voilà, c'est ce qu'avait dénoncé Kennedy, il s'est pris une balle. Bon voilà, et en France ça existe depuis 73, voilà. Donc, pourquoi vous avez décidé de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, vous, et pourquoi vous venez de Chartres? Pourquoi est-ce que vous êtes sur les Champs-Élysées aujourd'hui? Parce que le gouvernement l'interdisait. Donc vous êtes un protestataire? Bah, à partir du moment où je vois les petites vieilles, les gens, les retraités, tout ça, qui crèvent la dalle et qui sont pas écoutés et qui ont même honte de dire qu'ils empruntent à la banque pour payer leurs impôts, des choses comme ça, et ça depuis plus de 5 ans, qu'on nous interdise même de pas être content, je veux dire, mais c'est super la démocratie, je veux dire, là ça y est, le loup est sorti du bois, hein, comme on peut dire, on voit leur vrai visage, quoi. Mais la vraie info, c'est effectivement le pognon existe, donc arrêtez d'essayer de demander des miettes et de vous tirer les pattes les uns dans les autres, arrêtez la jalousie, arrêtez tout ça, et concentrez-vous sur les vrais problèmes qui sont que depuis 47 ans, on est esclave, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du gouvernement, la gestion de cette crise? Presque pathétique, c'est enfantin, on dirait de la manipulation de bas étage, quoi. Voilà, j'ai interviewé, enfin, pardon, excusez-moi de dire ça, mais tout à l'heure on était contrôlé à Bastille par les sacs et tout, vider les sacs, et on a bien discuté. Le chef, le représentant était tout à fait raisonnable et très poli, et il a dit vous discutez avec nous, il était pas con, voilà. Et il m'a lâché une info parce que je lui dis que dès qu'il a parlé de l'Arc de Triomphe de la semaine dernière, j'ai dit oui mais attendez, comment ça vous n'arrivez pas à virer 20 mecs qui foutent la merde et soi-disant pas protéger les 40 gilets jaunes qui protègent la flamme du soldat inconnu. Il me dit mais vous savez ces mecs là ils sont identifiés et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens. En fait, un responsable de la gendarmerie vous a dit ce groupe d'individus, de casseurs, on les connaît et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens-là. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il est en colère pour lâcher une information comme ça. Ça veut dire qu'il peut pas faire son métier. Quel l'objectif de faire un truc pareil? Eh ben, c'est la manipulation médiatique, ça veut dire que pendant une semaine c'est ce qui s'est passé, et ben voilà, c'est nous les vilains, on est les gilets jaunes, sauf que le gilet jaune c'est le peuple, c'est les petites vieilles, c'est les blacks, les beurs, les mecs de cité, les riches, c'est tout le monde effectivement, voilà, et que c'est le peuple qui est en colère, c'est tout, il y a personne qui est, je pense qu'il y a un maximum d'apolitique, les gens sont pas de parti, moi je suis d'aucun parti, voilà, et les gens en ont marre, c'est tout, donc effectivement... Qu'est-ce que vous avez à dire à Emmanuel Macron? Si vous aviez un mot à lui dire, ce serait quoi? On est beaucoup plus qu'en Islande, mais j'aimerais bien qu'on fasse comme en Islande. C'est-à-dire que prenez un billet d'avion, prenez quoi que ce soit, enfuyez-vous dans vos petites îles avec vos aéroports privés, etc. Parce que en Islande, en 2008, quand il y a eu la crise, qu'on leur a demandé de rembourser la dette, ils ont attrapé les politiciens et les banquiers, ils les ont foutus en tôle.
Ça s'est pas passé aux infos, mais moi je le sais, quoi. Voilà. Et ils sont très bien en Islande depuis 2008. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce que je dirais à Macron, c'est où tu es raisonnable et tu enlèves cette cette dette. Voilà. Tu arrêtes ça, tu arrêtes de mettre à genoux un peuple. Sauf qu'il vient de la Rothschild. Alors évidemment, il a pas envie de se prendre une balle, j'imagine. Donc, je dirais à Macron, fuis. Voilà. Merci Jean-Marie. Donc vous l'avez entendu, beaucoup de colère auprès de ce gilet jaune qui demande changer le système économique français selon lui. Donc. La fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il n'y a pas que l'affaire Swiss Leaks. Il y a eu avant 168 journalistes offshore Leaks, il y a plusieurs années. Combien jouent tous les réseaux financiers de la planète? Là, il y en avait 154. LuxLeaks. Celui qui dirige l'Europe aujourd'hui, on ne va pas parler des Belges, on va parler des Luxembourgeois. Il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on aide les chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, ils trichent au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker, lequel dit aux Européens « ayez un budget en équilibre, les yeux dans les yeux, comme Cahuzac, ayez un budget en équilibre ». Et il leur dit « ne dépassez pas ». Pendant qu'il triche et que c'est lui qui fraude sur le budget qui permet qu'il ne soit pas en équilibre. On est quand même dans un système inouï. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne se révoltent pas face à ça. C'est dans leur poche. Chaque Français doit comprendre que c'est dans sa poche, que c'est dans ses droits qu'on les vole. Et ces 58 entreprises multinationales, on les dit toujours vive l'entreprise. Mais celles-là nous prennent nos sous. Natacha Polony, s'il vous plaît. On le sait. Natacha Polony. Premier point. On n'est pas des enfants, on n'est pas des enfants, s'il vous plaît. Si on en est là, c'est parce que ça fait déjà des décennies qu'on explique aux Français que la mondialisation heureuse, c'est formidable et que s'ils ne l'acceptent pas, ils sont xénophobes. Ensuite, on leur a dit l'austérité, l'orthodoxie budgétaire, c'est formidable. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes irresponsable vis-à-vis de vos enfants parce qu'il y a la dette qui grimpe. Et maintenant, on leur dit, de toute façon, si vous n'acceptez pas les hausses fiscales et tout le reste, eh bien, c'est que vous voulez la fin du monde. Donc, c'est cette colère-là qu'on voit surgir. Et pourquoi vous ne trouvez pas de solution? Parce que vous n'en avez pas, vous avez décidé de ne pas en avoir. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous couper de toutes les marges de manœuvre possibles. En effet, dans la situation où nous sommes, vous êtes condamnés à monter d'un côté une taxe, puis de l'autre côté un peu une autre en arbitrant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre budgétaire, vous n'avez pas de marge de manœuvre monétaire, vous ne contrôlez pas vos frontières, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du protectionnisme à l'échelle européenne parce que d'autres pays le refusent. Tant que l'Union européenne ne comprendra pas qu'il faut protéger, on en sera là. Et d'ailleurs, si vous regardez les revendications des Gilets jaunes, lisez-les en entier, ça n'a absolument pas été commenté. Elles ne sont pas du tout contradictoires. Elles ne sont pas du tout irréalistes. Non, elles ne parlent. Si vous regardez les revendications officielles, vous verrez que vous trouvez une forme de patriotisme économique ou en tout cas de demande de protection et de régulation. Vous trouvez une demande pour protéger les savoir-faire, les emplois, une demande aussi pour protéger le patrimoine de la France, ne plus vendre par exemple tous les biens de la France comme les aéroports, protéger l'industrie française, interdire les délocalisations, protéger notre industrie. La fin des travailleurs détachés, c'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que c'était pas seulement à l'Élysée que ça se passait, que c'était aussi à Bruxelles. Bonjour Monsieur Macron. Vous connaissez sans doute mon nom en tant qu'ancien ministre de l'économie. Je suis l'un des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, Raphaël Halet. Raphaël Halet a failli être broyé par le système. Il est l'un des 2 hommes qui ont permis de faire éclater le scandale du LuxLeaks. Ça vous concerne, puisqu'il s'agit d'un des plus grands systèmes d'optimisation fiscale en Europe. En clair, des impôts non réglés par les multinationales au détriment de nos écoles et de nos hôpitaux. Vous savez comme moi que LuxLeaks, c'est la révélation de centaines d'accords fiscaux secrets passés entre les multinationales et le Luxembourg.
Cette évasion fiscale à l'échelle industrielle fait perdre à notre pays, la France, 80 milliards d'euros par an. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Cet argent devrait être dans les caisses de notre pays si les lois de l'Europe, cette Europe que vous semblez tant aimer, étaient respectées. Elles ne le sont pas. Je suis sûr que vous êtes sensible à cette question de l'évasion fiscale en tant qu'ancien associé gérant de chez Rothschild et compagnie. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Rothschild est impliqué dans ces désormais fameux tax rulings, comme on les appelle, rédigés notamment par PwC. J'ai donc cherché, sur le site de votre mouvement En Marche, vos propositions. Étonnamment, je n'ai rien trouvé. En revanche, j'ai vu que vous souhaitiez supprimer 120 000 postes d'agents publics et réduire les dépenses publiques de 60 milliards d'euros en 5 ans. Aujourd'hui, je vous pose la question simplement, et je suis prêt à en débattre avec vous, publiquement. Qu'allez-vous faire pour récupérer en priorité cet argent qui nous appartient à nous, citoyens français et européens, et manque cruellement au fonctionnement de notre pays? C'est la guillotine pour M. Macron. La guillotine. On le ferait, putain, pour la France. Deux heures déjà qu'ils sont noyés par les canons à eau et les gaz lacrymogènes. Asphyxiés, sonnés, avant même qu'ils aient pu tenter quelque chose. Le ministre de l'Intérieur leur a fait la guerre sans sommation. Alors, les gilets jaunes contre-attaquent. Étrange stratégie du maintien de l'ordre. Les Champs-Élysées hermétiquement bouclés et des CRS en nombre insuffisant pour protéger le tombeau du soldat inconnu, comme si l'on souhaitait une profanation. Entre les deux, le balai des lanceurs d'eau et des tirs continus de grenades lacrymogènes. Et des incursions désordonnées de CRS au milieu de la foule. Comme si l'on souhaitait que le plus paisible des manifestants bascule dans la colère. Comme si l'on souhaitait transformer les gilets jaunes en enragés. C'est une honte pour la France. C'est une honte pour les droits de l'homme. C'est une honte pour la République, ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, on est pacifique, on est tranquille, on est en train de fumer une cigarette, on se fait gazer. On essaye de parler avec les CRS, ils nous disent de dégager parce qu'ils ont peur de nous. Mais vous croyez vraiment que c'est la solution en fait? Ça fait 3 semaines que les gens sont dans la rue, qui crèvent de faim, les gens. Ils le disent, ils en peuvent plus. Et personne n'en parle. Monsieur Macron, il dit qu'on est des extrémistes. On est des extrémistes. Est-ce que j'ai l'air d'être une tête d'extrémiste quand même? Je suis juste là pour dire qu'à la fin du mois, et encore à la fin du mois, je suis gentille, à partir du 15 du mois, la moitié de la population est à découvert. On vit à découvert. Monsieur Macron, la seule chose qu'il a à nous dire, c'est vous n'arrivez pas à manger, on va vous changer vos fenêtres. C'est tout ce qu'il essaye de nous dire. Je suis pas contre l'écologie, je trie mes poubelles, je recycle mes déchets, j'ai un jardin. Mais maintenant, on est dans la rue parce que les gens ne nous écoutent pas. On nous dit qu'on pollue parce qu'on est obligé de prendre notre voiture. Mais nous, on n'habite pas à Paris, nous. Nous, on est dans des petits villages où on est obligé d'aller bosser. Et pour bosser, il faut prendre notre voiture. Moi, j'habite à Saint-Rambert-en-Bugey, c'est à côté d'Ambérieux. Il faut 5 heures de route et ça fait deux samedis qu'on vient là. Et s'il faut, on reviendra la semaine prochaine. Macron, là, il doit démissionner parce que c'est une honte ce qu'il fait. Déjà, il doit parler au peuple et il le sait pas. Aujourd'hui, il devrait être en France. Aujourd'hui, il devrait pas être en Argentine. Pour échapper au gaz et aux charges, il ne reste plus que les avenues qui partent de la place de l'Étoile. Ce sera d'abord l'avenue Marceau. Une première barricade est enflammée. Des policiers en civil font leur apparition. Sont-ils là simplement pour procéder à des interpellations ou pour rajouter à la confusion?
Le tractopelle de la police entre en action pour déblayer les barricades. En face, les gilets jaunes reculent à peine. Plus loin, une femme craque devant les CRS. On est bardés! On est bardés, putain! Pourquoi vous nous faites ça? On vous demande d'être avec nous! Pour le peuple, putain! Pour la France! Pour la France! Notre patrie, notre nation! Le peuple français! Sur la place de l'Étoile, les accrochages continuent. C'est honteux, honteux, crapuleux. Et notre président, lui, s'en va en Argentine. Alors pendant que monsieur se fait construire des piscines, retire l'ISF et retire 5 euros au plus bas l'APL, retire des États, des contrats aidés, c'est de la fumisterie. C'est la guillotine pour monsieur Macron. La guillotine. C'est fini Macron. Le peuple il est dans la rue, on ira jusqu'au bout. Il faudrait peut-être que monsieur Macron se réveille et lâche un peu du lest. Là, à l'heure actuelle, on ne peut pas revenir à la discussion. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours mardi? C'est une fumisterie, il s'est foutu de notre gueule. Il nous fait de la pédagogie et il nous endort. Dites les choses clairement, supprimez le CICE qui nourrit ces gros lobbies. Revenez à l'ISF, c'est ça. Il s'en fout de notre gueule, il attend qu'on crève. Nouvelle tentative pour desserrer l'étau policier. Cette fois, c'est l'avenue Foch. Voitures en flammes pour ralentir l'avancée des forces de l'ordre. Et c'est un nouveau retour à l'Étoile. Cap sur l'avenue Kléber. Le flot des manifestants s'engouffre dans l'artère. Moi, je demande un renversement de gouvernement. Et puis, Macron, il est bon à foutre à la poubelle. Parce que c'est loi à la con et la preuve, il est parti dans un autre pays en se foutant de notre gueule. Il pense même pas à ce qui se passe dans son propre pays. Donc, faut déjà commencer par quitter l'Union européenne. Et avec ça, on aura gain de cause et on défendra nous-mêmes nos pouvoirs. La France aux Français. Merci. Les pompiers interviennent. Blasés. Les barricades se multiplient. Les baraques de chantier fournissent des armes par destination. On s'attaque au mobilier urbain à la disqueuse. Et on fait d'autres rencontres, surprenantes, comme ce vétéran des chasseurs alpins en uniforme de cérémonie. Mes parents ils galèrent, mes frères ils galèrent, mes sœurs elles galèrent, il y en a marre quoi. On est allé voler plein de choses en Afrique, on a de la thune. Je me suis battu pour beaucoup de choses et je suis vraiment déçu de mon engagement et à quoi ça a servi. J'ai fait l'Afghan et la Côte d'Ivoire. Tous nos anciens ils se sont battus pour avoir des libertés. Et quand il y a quelqu'un qui dit ouais je suis là, venez me chercher et qui nous manque de respect comme ça alors qu'il est chez nous avec nos thunes, au bien au chaud, il y en a marre quoi. Et on sait pas l'expliquer autrement que par la colère au bout d'un moment. Il est un peu plus de 17 h. Les voitures brûlent, des commerces sont dévastés. Le cortège s'effiloche. La violence a changé de nature. L'autodéfense collective contre les CRS et les gendarmes a fait place à une soif de destruction des riches et de leur quartier. Ce sont maintenant des militants d'ultra-gauche qui sont à la manœuvre. Autour d'eux, spectateurs, de nombreux gilets jaunes hésitent sur la conduite à tenir. Certains approuvent, sans participer. D'autres, consternés, quittent les lieux. Une poignée de pillards, indifférents au mouvement des gilets jaunes, profitent de l'aubaine. Encore quelques pavés, encore quelques grenades, c'est la place du Trocadéro.
et l'émeute prend fin. Pour ce soir. Moi, j'étais prof de droit d'économie. J'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit, voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet, parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il n'y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lordon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant, mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait, mais enfin, tu tombes des nues, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. C'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que quand vous voyez comment ça marche la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors je veux dire, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a 2 gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Donc, depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Fédérale Réserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël à l'arrache. Ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France. Tout se passe comme si, premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent, et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi, hein, et moi, je continue à faire rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. Mais attends, mais c'est que ça marche vachement bien, et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment, il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça, la monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics, pas du tout, ça part
tout dans le service de la dette, c'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits, alors les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Quand vous faites les milliards et que vous regardez ce qui nous manque pour la Sécu, vous regardez ce qui nous manque pour la retraite, vous regardez ce qui nous manque pour EDF, GDF, tous les services publics, mais attendez, mais vous avez tout ce qu'il faut. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est une blague. Moi, je suis socialiste. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Enfin bon, alors admettons ce mensonge. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti Socialiste. Mais je ne suis pas au Parti Socialiste. Tu mens. Il ment. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Oui. Ah, parce que c'est notre projet. Tais-toi. Nique ta mère. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Calme-moi, toi. Calme-moi. Mieux que ça. Mieux que ça. Et si vraiment on avait raison de croire à ces promesses de sauveur de la France et à son vive la République et vive la France.